Certainement, le suspense était de courte durée parce que le Sphinx de Limete a enfin parlé, oui, depuis Bruxelles, où il est en convalescence. Il a donné de là pour sa participation, lui et l'ensemble de l'opposition qu'il va conduire à ces forums de dialogue. Déjà les soutiens, pour ne pas dire injonction du pape, plus déclaration de Ban Ki-moon. Tout ceci fait que les protagonistes doivent maintenant préparer leurs délégués pour aller assister donc à ces dialogues. Premier sujet donc. Deuxième sujet, Nanga, le nouveau président, a commencé à consulter. Oui, il travaille déjà sur le processus électoral. Pour quels résultats et pour, en attendant le dialogue ou avant, tout ceci pour permettre peut-être la décrispation de la situation. Deux sujets de ce club qui vous retrouvent avec beaucoup de plaisir. À tout de suite. Et la majorité a fait semblant comme si l'État était élu. Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourtant, quand ils viennent ici, on ne sait pas les gens. Et après, c'est mal la décision. Oui, par contre, il n'est pas la même. Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo. Pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18h. C'est le Club 50. Bienvenue au club et bonne année à tous. C'est la première édition de l'an 2016. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison parce que nous sommes toujours à votre disposition, à votre service pour vous servir avec des analyses, avec naturellement un autre point de vue peut-être équilibré mais qui oriente l'opinion par rapport à la marche du Congo. Nous vous remercions pour les soutiens. L'année dernière, nous avons reçu beaucoup d'encouragement via d'ailleurs le sondage qui a été publié par l'Institut Le Point. Et nous sommes contents d'avoir été choisis comme la première émission suivie ici donc en RDC, pourquoi pas en Afrique centrale. Merci en tout cas. Nous n'allons pas vous décevoir cette année encore. Le club avec ses grosses têtes est déjà en place pour une nouvelle saison sur votre chaîne. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons commencer ces sujets qui concernent donc le dialogue en RDC. Comme vous avez suivi certainement les déclarations de Sphinx de Limete et Etienne Tshisekedi depuis Bruxelles, avec drapeau congolais à droite et drapeau africain à gauche, lui-même au milieu, avec son mounéré naturel. Il a bien dit qu'il va participer au dialogue. Le premier sujet sera traité avec le gros tête, je l'ai dit tout à l'heure, Jérôme Sekana, à qui je présente le vœu. Je vous les réciproque, mon ami. Des réussites et surtout partager ses félicitations de la population par rapport à l'émission. Merci. Willy Kalengai, qui est aujourd'hui, on va dire... on peut dire notre sphinx à nous, hein, dans cette émission, parce que ces déclarations à lui sont souvent décryptées, pour ne pas dire suivies à la lettre par les analystes. On a vu d'ailleurs cette semaine que Géopolis avait titré 2016 mise en place terminée. Hein, c'est mise en place terminée. Les anti, les pro-anti. Pour le chaos ou pour la paix. Oui. C'était ça. Et Barban Zimbi, notre égérie du club. Beaucoup de nos consoeurs, d'ailleurs, nous demandent toujours pourquoi il ne faut pas diversifier les consoeurs. Proposez-vous, Barbara est un peu, je dirais, l'avant-gardiste en la matière. Non, pas du tout. Je suis très ouverte, moi aussi. Oui. Je voudrais voir d'autres concerts venir. Elles sont libres. Mais vous vous imposez par vos analyses souvent, hein? Ben c'est les téléspectateurs qui concluent, hein. C'est pas moi. Et puis voilà. Oui, on signale les règles la semaine d'avant, avant qu'on termine l'année 2015. On avait reçu beaucoup de SMS disant Barbara exceptionnelle, etc. Et puis notre patriote, pour ne pas dire les nationalistes maison, Harold Badibanga, juriste par ailleurs, mais journaliste toujours. Hein. Oui, le journalisme par indépendance, parce qu'aucune maison de presse ne nous engage, mais c'est le patriotisme dans le sang qui est notre identité particulière. Alors, Willy Kalengai, lorsque vous regardez la lecture que moi j'ai parcourue d'ailleurs de Géopolis cette semaine, enfin la semaine qu'on vient de terminer, où vous dites 2016, mise en place terminée, vous mettez d'un côté tous ceux qui sont contre, de l'autre ceux qui sont pour, et en dessous, juste en dessous, vous mettez Mosengo, qui a changé de camp depuis parce que c'est lui qui fait maintenant quasiment le tour des protagonistes, et puis Etienne Tshisekedi, qui vient de lever
les coins de voile qui cachaient un peu le point de vue de l'UDPS parce que son fils a un peu parcouru le monde avec un autre discours. Qu'est-ce qu'on peut décrypter alors à partir de là? Nous l'avions dit il y a déjà quelques mois ici en parlant de l'UDPS. Nous disions que l'UDPS connaissait effectivement ses propres contradictions, mais que dans une certaine mesure, Étienne Tshisekedi était un formaliste. Formaliste, parce qu'il avait posé un acte majeur avec sa lettre, l'appel au dialogue. Cet acte majeur l'engageait lui en tant que président de ce parti, mais engagé surtout dans son parti. Mais entre-temps, il a subi 3 types de pression. La pression des combattants en Europe, parce que quand il avait lancé, il se préparait pour aller aux soins. Quand il arrive en Europe, il est trempé dans une atmosphère de contestation. Donc les combattants de toujours ont dit non, vous ne pouvez pas donner caution à ces régimes, vous ne pouvez pas. C'est qu'il a résisté pendant 1 année, et vous savez que ça a atteint un niveau tel que les combattants en Europe sont divisés en 2. Aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y a même eu des manifestations où on s'est promené avec son cercueil. Hein. Donc il y a eu d'abord cette première pression, c'était la pression des combattants d'Europe qui lui disaient, et comme ils ont déjà développé une idéologie par rapport au régime, qui est d'ailleurs extrême parce que c'est une idéologie d'occupation. Pour beaucoup de combattants en Europe, le pays est occupé par des étrangers. Donc Tshisekedi, quand il dit qu'il va dialoguer avec ces régimes, c'est comme s'il remettait en cause l'analyse principale de ce combattant. Deuxième pression qu'il a subie, c'est celle de sa famille. Sa famille politique. Ou plutôt la famille biologique. D'abord biologique. Vous savez que ça fait quelques années qu'une certaine pression est exercée sur lui pour qu'il délègue, parce qu'il est malade depuis de longues années. Il lui faut un dauphin, il lui faut choisir des gens. Il y a une certaine pression. On pensait que le moment était venu pour qu'il laisse maintenant, si pas son fils, en tout cas quelqu'un qu'il aurait choisi, pour continuer le parti. Et donc, Félix avait saisi la balle au bon, pensant que oui, c'était le moment pour lui de conduire la politique du parti. C'était tout à fait normal peut-être pour lui, mais il est membre de ce parti, et il est le fils de son père. Il pouvait donc à ce titre-là revendiquer normalement un certain leadership. Mais la troisième pression, je crois le troisième, va venir de l'opposition radicale. Parce qu'à un moment donné, quand Tshisekedi arrive en Europe, il va être en contact. Beaucoup de gens vont quitter ici pour aller le voir en Europe. Oui. Et parmi la plupart des personnes qui l'ont vu en Europe, il y en avait ceux qui n'étaient pas d'accord pour les dialogues. Le G7. Donc, il a non, donc, pas le G7 forcément. D'abord les premiers, avant que le G7 n'arrive. Parce que les Wemba, ils sont tous allés le voir. Si vous faites ça, vous tuez notre combat, nous ne devons pas accepter cela. Mais d'une certaine manière, Tshisekedi, lui, il avait trouvé sa détermination dans l'accord cadre d'Addis Abeba. D'où l'utilisation du drapeau africain, de l'Union africaine. Oui, voilà. Tshisekedi savait que le régime en place instrumentalise le dialogue, que l'on veuille lui donner un autre contenu, mais quand il avait lui accepté, il avait appelé au dialogue, il s'inscrivait dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, tout ce que nous avons assisté, c'est quoi? Nous avons assisté à une suite de pressions qu'on a exercées sur lui, notamment la toute dernière pression. Je crois que c'est là où elle est. Je peux le féliciter pour le courage, pour la puissance. Tshisekedi. Oui, parce que quand on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. C'est la pression qu'a exercé un peu sur lui les derniers groupes, G7, Moïse Katumbi, KTB, Katoto, qui étaient quand même pratiquement ses convives de table. Et ils sont venus avec les armes disproportionnées. Oui, en disant, mais si vous allez là-bas, c'est pas possible. Vous allez donner encore une caution à Joseph Kabila. Il va encore rester au pouvoir. Vous ne pouvez pas faire cela. Alors, Thierry était embarrassé et il avait ce que je peux appeler des conditionnalités. Il demandait que le dialogue soit convoqué avec un médiateur. Il demandait que ça se fasse dans des conditions en respectant les délais constitutionnels et tout ce que vous savez. Bon, il avait lui son agenda. Et ni son fils, ni les autres ne peuvent indiquer à Tshisekedi ce qu'il doit faire. C'est pas 83, 84 ans qu'on vous indique ce qu'il faut faire. Oui. Et les gens ont fait l'erreur de croire qu'il était déjà sénile, qu'il ne pouvait pas se décider par lui-même. Et là, c'est l'animal politique qui a parlé. Il a parlé, et vous avez vu que Bruno Mavungo a vite fait d'élever l'équivoque. Je pense que ce qui a été la touche qui a quand même décidé Tshisekedi, c'est le Front citoyen. Moi, je pense que Tshisekedi reste quand même un nationaliste.
on peut regarder dans les 30 dernières années, il a toujours été contre l'ingérence étrangère. Et surtout, la dimension un peu violence dans le combat. Oui, alors, Jérôme Sekana, est-ce que Etienne Tshisekedi, c'est plus la constance dans cette démarche ou c'est une lecture réaliste des événements qui fait qu'il s'est déclaré finalement pour les dialogues? Parce qu'il a quand même écouté Ban Ki-moon, il a écouté le pape François, et finalement, on le voit avec le drapeau de l'Union africaine et puis le drapeau national, et il dit, on va aller quand même au dialogue, malgré les conditions qu'il a posées comme d'habitude. Oui, merci Jean-Marie Kassamba. Etienne Tshisekedi, c'est un animal politique très imprévisible. Imprévisible? Oui. Et il ne faut pas penser qu'il peut représenter toute l'opposition. Lui? Il ne sera pas question que Tshisekedi représente toute l'opposition. Nous sommes dans un tournant très décisif de l'avenir politique de notre pays. Ce qui est vrai est que Tshisekedi a lancé 2 messages principaux. D'abord, inviter tout le monde à venir au dialogue, ce qui est une très très bonne chose. Mais également, il a terminé en disant que nous allons vaincre. Vaincre quoi? Est-ce qu'il sera candidat à son âge? Mais Tshisekedi regarde aussi autour de lui, l'UDPS est en train de se déchirer. Les discours des combattants qui ont transporté un cercueil sur lequel ils ont écrit Etienne Tshisekedi, on va l'enterrer, ne peut pas les laisser indifférents. Au pays, il a l'information au jour le jour. Alors, si il accepte de venir au dialogue, d'abord c'est pour rester constant. C'est-à-dire, c'est un homme de parole, il a dit, et il va aller jusqu'au bout. Mais là où sa base l'attend au tournant, est-ce qu'il va cautionner, entre guillemets, les glissements? Est-ce qu'il va exiger que, compte tenu du fait que nous avons 11 scrutins, qu'on priorise, c'est-à-dire, par exemple, avec les moyens disponibles du gouvernement et de la communauté internationale, qui viendra, on le suppose, peut-être que ce ne sera pas le cas comme en 2011, eh bien, on pourra organiser ne serait-ce que les élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels. Parce que Tshisekedi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été toujours opposant, presque toute sa vie. Il a combattu Mobutu depuis 32 ans. Kabila est arrivé, il est allé l'accueillir, vous connaissez l'histoire. Oui. Et Kabila est arrivé, le Kabila fils, avec tout ce qu'on a connu en 2011. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'opposition et il a beaucoup entendu. Ceux qui ont travaillé avec lui ont dit, écoutez, nous ne resterons pas toute notre vie dans l'opposition. Il faut quand même que nous puissions montrer des signes, des fléchissements. Nous puissions montrer que nous aussi, nous pouvons, quand est-ce que nous allons proposer notre point de vue et surtout notre projet de société pour que la population sente que nous pouvons diriger le pays de votre vivant, d'une autre manière par rapport à la dictature de Mobutu, par rapport à ceux qui sont en place. Donc voilà, quelle que soit la présence de Tshisekedi, soit il pourra s'imposer là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne dise pas que c'est lui qui est allé cautionner les glissements, ou encore il pourra dire, écoutez, je suis là, ou vous faites ce que je veux, ou je claque la porte avant qu'on arrive à la fin, et là, ça sera un autre scénario que nous ne souhaitons pas vivre. Absolument. Alors, Baba Nzimbi, est-ce que finalement, Etienne Tshisekedi n'a pas fait la bonne analyse, sachant qu'il peut facilement drainer tout ce qui se présente comme étant des opposants, et qui en réalité n'ont pas l'assise, ou plutôt l'expérience, la carrure que lui il a, et puis il a bien compris que c'est le moment ultime qu'il puisse jouer le rôle de gouvernance. S'il ne le fait pas cette fois-ci, c'est fini. Jean-Marie, je voudrais aborder ma réponse, soit mon analyse par 2 volets. Oui. Tshisekedi aujourd'hui, son soubassement est l'accord cadre d'Addis Abeba, oui. C'est-à-dire le dialogue prôné par l'accord cadre d'Addis Abeba. Et pourtant aujourd'hui, le dialogue prôné par